Il y avait quelque chose d'indéfinissable dans l'air autour de lui, une sorte d'attraction énergétique. Quand j'étais au lycée, avec quelques amis, on est allé au bord de la rivière la nuit. On vivait dans une région très rurale du sud-est, du coup on avait l'endroit pour nous tout seuls, juste nous 9. On était complètement sobres, on jouait de la musique et on s'éclaboussait quand on s'est rendu compte qu'il y avait une 10e personne dans l'eau avec nous. Elle était un peu plus loin, mais assez proche pour qu'on voie qu'elle était blanche de peau, avec des cheveux foncés. Si ce n'était pas parce que le seul moyen d'arriver à cet endroit était en voiture ou en bateau, aucun d'entre nous n'aurait douté de ce qu'on voyait. Quelques-uns ont essayé de lui parler, mais elle n'a rien dit, juste fait signe qu'on la rejoigne plus loin dans l'eau. Ça nous a tous fait fuir direct. Dès qu'on est tous remontés sur la berge, elle a disparu sous l'eau et on ne l'a jamais revue. Je suis encore en contact avec certains de ceux qui étaient là, et ça revient souvent dans nos conversations. Aujourd'hui, quand je vais voir ma famille dans la région, voir la rivière la nuit me donne encore des frissons. Je rendais visite à ma copine et j'étais en train de me brosser les dents avant d'aller me coucher, quand sa colocataire est passée devant la porte de la salle de bain pour aller vers la cuisine. J'ai été surpris, parce qu'en général, sa coloc se couchait très tôt, et là il était passé minuit. Mais quand j'ai fini de me brosser les dents, j'ai réalisé qu'elle n'était jamais revenue. Je n'avais rien entendu. La cuisine était vide, la porte de sa chambre était fermée, comme si elle n'en était jamais sortie. Je suis allé dans la chambre de ma copine, qui était juste à côté, et elle m'a demandé de faire doucement parce que sa coloc dormait. Je lui ai dit que je venais de la voir passer devant la salle de bain, et elle m'a répondu qu'elle avait une vue directe sur le couloir et que personne n'était passé. Alors j'ai dit, « Ah, c'était toi alors ? C'est toi que j'ai vu passer ?» Et elle m'a répondu, « Non, personne n'est sorti. » Le lendemain, j'ai posé la question à sa colocataire, et elle m'a affirmé qu'elle n'avait pas quitté sa chambre de toute la nuit. Ce n'était pas un moment terrifiant, mais c'est la première et unique fois où j'ai vu, de manière nette et claire, quelque chose qui n'était tout simplement pas réel. Une fois, pendant mon service militaire, j'étais en pleine manœuvre sur le terrain. Ce soir-là, notre mission était de lancer un assaut nocturne contre une force ennemie simulée. Comme l'opération était prévue après la tombée de la nuit, on s'était tous installés tôt pour se reposer un peu avant l'action. On s'était enterrés dans nos sacs de couchage, silencieux, concentrés. Je me souviens avoir fermé les yeux. La lumière déclinait à peine. Puis d'un coup, comme si le temps avait sauté un battement, je me suis retrouvé debout, seul au milieu du champ. Il faisait nuit noire. J'avais uniquement mon fusil et ma couverture de terrain, rien d'autre. Pas de sac, pas de casque, même pas mes bottes. Je n'ai jamais su ce qui m'avait réveillé ni pourquoi j'étais là. Mais ce qui m'a le plus troublé, c'est cette sensation étrange que je n'étais pas seul. J'avais l'impression de sentir des présences tout autour de moi, silencieuses, immobiles. À l'époque, j'ai cru qu'il s'agissait de gars de mon unité, dispersés dans la zone. Pourtant, je ne reconnaissais rien. Ni le terrain, ni les sons, ni même la direction du vent. Pendant une vingtaine de minutes, j'ai erré, complètement désorienté, essayant de ne pas paniquer. J'ai fini par retrouver le campement, à tâtons, sans que personne ne semble avoir remarqué mon absence. Pas un mot, pas une remarque. Comme si rien ne s'était passé. J'ai rangé ma couverture, me suis rassis dans le noir, et j'ai attendu qu'on passe à l'action. Mais cette nuit-là m'est restée en tête. Même après toutes ces années, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est réellement passé. Suis-je somnambule sans le savoir ? Est-ce que j'ai été victime d'un court-circuit mental, un épisode de dissociation ? Ou est-ce que j'ai traversé quelque chose que je ne peux pas expliquer ? Parfois, je repense à cette sensation de présence. Ce silence si épais qu'il semblait vivant. Et je me demande si ce que j'ai senti autour de moi, ce n'était pas du tout mon unité. Cela s'est passé quand j'étais enfant.
Je ne me souviens plus exactement de mon âge, mais je sais que j'avais moins de 10 ans à l'époque. J'en ai 28 aujourd'hui. Je jouais tranquillement dans ma chambre à l'étage quand j'ai entendu ma mère m'appeler depuis le rez-de-chaussée. Sa voix était claire, familière, sans rien d'anormal. J'ai répondu et commencé à descendre les escaliers. Mais à ce moment-là, juste avant que je ne mette le pied sur la première marche, mon père m'a arrêté. Il s'est placé devant moi et m'a dit d'un ton calme, mais ferme, que ma mère n'était pas à la maison. Je me souviens très bien de cette phrase. « Ta mère est sortie, elle n'est pas là. » Je me suis figé. Et là, le souvenir s'efface. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Pas même d'un détail. Pendant des années, j'ai cru que ce n'était qu'un rêve d'enfant, un de ces souvenirs flous qu'on confond avec l'imagination. Mais l'année dernière, en parlant avec mon père, je lui ai raconté cette vieille histoire, sur le ton de la plaisanterie, comme on évoque un cauchemar étrange de l'enfance. Ce qui nous a glacés tous les deux, c'est que lui aussi s'en souvenait. Avec clarté. Il se souvenait m'avoir arrêté. Il se souvenait m'avoir dit que ma mère n'était pas là. Mais tout comme moi, il ne savait pas ce qui s'était passé après. Rien. Un vide. On s'est regardé un moment en silence. Aucun de nous n'a su quoi dire. Je crois qu'il a même pâli un peu. On a tenté de rire, de détourner, mais l'atmosphère avait changé. Depuis, je me pose des questions. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste un rêve que mon cerveau d'enfant a transformé en souvenir. Mais comment expliquer que mon père s'en rappelle aussi, avec les mêmes détails et le même trou noir ensuite? Il existe des histoires, des creepypastas, des récits de fiction qui parlent de ce genre d'événements. Des voix familières qui appellent, des doubles, des fausses présences. Mais ce n'était pas une histoire. C'était ma vie. Et peut-être celle de mon père aussi. Ce que je n'ai jamais osé lui dire, c'est qu'après ce jour, il m'est arrivé plusieurs fois d'entendre des voix familières m'appeler dans la maison, toujours à des moments où j'étais seul. J'ai toujours fait semblant de ne pas entendre. Il y a environ 10 ans, mon père était à l'hôpital. Un soir, ma mère m'a demandé si je pouvais aller passer un peu de temps avec lui le lendemain matin, car elle avait un rendez-vous médical. Ce matin-là, en novembre, l'air était glacial. En sortant de la maison, j'ai été saisi par un étrange spectacle, des étourneaux tournoyaient partout autour de moi. Un véritable murmure vivant. Ils volaient en spirale, des centaines, peut-être des milliers, comme un tourbillon d'ailes noires qui m'encerclait. J'ai finalement pris la route vers l'hôpital, encore troublé par cette scène presque irréelle. En arrivant dans sa chambre, j'ai vu mon père allongé dans son lit, le regard tourné vers la porte. Il souffrait de démence depuis un certain temps et n'était plus tout à fait présent. Pourtant, en me voyant, il a souri et m'a dit « Hé, fiston, qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui ai répondu que j'étais venu lui tenir compagnie un moment. Il a alors ajouté « Tu n'avais pas besoin de faire ça, j'ai envoyé les oiseaux pour te le dire. » Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai tourné la tête vers la fenêtre. Le ciel était clair, mais l'image des oiseaux me hantait encore. Au bout de quelques secondes, je lui ai demandé calmement comment il avait envoyé les oiseaux. Il m'a regardé, perplexe. « Quels oiseaux ?» m'a-t-il demandé. Je suis resté silencieux, incapable de répondre. Ce moment m'est resté gravé. Depuis ce jour, chaque fois que je vois des étourneaux dans le ciel, je repense à cette matinée glaciale et à ces paroles qui résonnent encore en moi. Ce qui est étrange, c'est qu'après cette visite, mon père semblait plus calme. Comme si quelque chose en lui s'était apaisé. Les infirmières ont même remarqué qu'il dormait mieux, qu'il parlait un peu plus. Peut-être qu'il avait effectivement envoyé un message. Peut-être que les oiseaux ont porté plus que de simples battements d'ailes ce matin-là. Depuis mon enfance, je faisais toujours le même cauchemar. Un rêve sombre, oppressant, qui me ramenait encore et encore à une vieille maison étrange. Ce n'était jamais la façade qui me dérangeait, ni même les pièces du rez-de-chaussée.
Ce qui me glaçait le sang, c'était l'étage. Plus précisément, ce couloir à l'étage qui longeait toute la maison. Les portes étaient toutes alignées sur la gauche, faisant face à une rambarde qui surplombait un balcon intérieur ouvert sur le vide. Chaque fois que je rêvais de cette maison, je me retrouvais à marcher lentement dans ce couloir, les épaules crispées, incapable de me retourner. Je sentais quelque chose derrière moi. Le genre de présence qu'on ne voit jamais, mais qu'on sent comme une pression sur la peau. Chaque pas devenait plus difficile. Chaque porte semblait abriter quelque chose de pire que la précédente. Et pourtant, je continuais toujours d'avancer. En 2019, ma femme et moi avons décidé de faire construire notre propre maison, un rêve qu'on nourrissait depuis longtemps. Nous sommes allés voir un architecte, inspiré par le style créole, quelque chose de chaleureux et traditionnel. Il nous a présenté les plans de l'étage. Et là, j'ai figé. Le couloir, les portes, la disposition, le balcon. C'était la même chose que dans mon cauchemar. Exactement. Chaque détail. Ce que j'avais vu pendant des années dans mes rêves d'enfant se trouvait devant moi, sur papier, prêt à être construit. Je n'ai rien dit sur le moment. Mais cette nuit-là, j'ai rêvé de la maison à nouveau. Cette fois, j'étais au bout du couloir, et la dernière porte s'est ouverte. Le lendemain, j'ai dit à ma femme qu'on devait tout annuler. Et contre toute attente, elle m'a juste répondu qu'elle avait un mauvais pressentiment, elle aussi. On a laissé tomber les plans. Ce projet n'était pas pour nous. Et au vu de ce qui est arrivé en 2020, je me demande encore ce qui se serait passé si on avait ignoré ce sentiment. Avec du recul, j'ai l'impression que ces cauchemars n'étaient pas juste des rêves. Qu'ils étaient là pour me prévenir. Comme si quelque chose, depuis longtemps, essayait de m'empêcher de poser un pied dans cette maison. Une maison que je n'avais encore jamais construite. Quand j'étais enfant, je vivais dans une ville qui avait autrefois connu de beaux jours. Mais à l'époque où j'y grandissais, elle était déjà en déclin. Les bâtiments étaient usés, les vitrines souvent vides, et il y avait dans l'air une sorte de silence pesant, comme si la ville elle-même retenait son souffle depuis des années. Un soir, mes parents m'avaient emmené avec eux pour louer un film. On s'est arrêté devant le vieux magasin de location, celui avec l'enseigne clignotante à moitié grillée. Ils sont sortis de la voiture en me laissant à l'arrière, le moteur encore tiède et la radio grésillant doucement. Je regardais par la fenêtre, un peu ennuyé, quand mon regard s'est posé de l'autre côté de la rue. Il y avait quelques petites boutiques, toutes serrées les unes contre les autres, avec un étroit passage entre deux d'entre elles. Et c'est là que je l'ai vu. Un homme, immobile. Il portait juste un masque de scream. Le genre de truc qu'on ne voit normalement qu'à Halloween, mais ce n'était pas Halloween. Il ne bougeait pas, ne faisait rien. Il regardait droit devant lui. Peut-être même directement dans ma direction. Je l'ai fixé pendant quelques secondes, incapable de détourner le regard. Puis, sans un mot, il s'est retourné lentement et a disparu dans l'allée sombre entre les deux bâtiments. Comme s'il s'était simplement fondu dans la ville. J'en ai parlé à mes parents quand ils sont revenus dans la voiture, mais ils ont haussé les épaules. Juste quelqu'un avec un masque, probablement une farce ou une illusion d'enfant. Personne ne m'a cru. Pas un mot de plus n'a jamais été dit à ce sujet. Aucun autre témoignage, aucun article local, rien. C'était comme si j'avais rêvé. Mais je sais ce que j'ai vu. Ce n'était pas une illusion, ni un souvenir flou. Et ce qui me trouble le plus aujourd'hui, ce n'est pas qu'il portait un masque. C'est le calme avec lequel il s'est éloigné. Comme s'il avait attendu que quelqu'un le voie. Comme s'il m'attendait, moi. Au lycée, ma copine et moi avions l'habitude de nous éclipser la nuit de temps en temps pour profiter d'un moment tranquille loin de tout. Une nuit en particulier, on avait étalé une couverture sur un champ juste derrière une école primaire du quartier. Il était 1h du matin quand on s'est installé, le ciel était clair, l'air frais, et on est resté là à discuter, à rire doucement pour ne pas attirer l'attention. Jusqu'à environ 4h du matin.
Quand on a replié la couverture et commencé à marcher vers le parking de l'école, quelque chose a tout de suite semblé bizarre. Il y avait un homme qui traversait le champ, marchant dans notre direction, mais à bonne distance. Ce n'était pas juste une silhouette floue dans la nuit. Il avançait vite, pas en courant, mais avec une certaine urgence, comme s'il savait exactement où il allait. Et il se rapprochait. On n'avait vu aucune lumière de phare pendant tout le temps où on était resté là. Mais là, sur le parking, juste à côté de notre voiture, il y avait un Jeep qu'on n'avait pas vu avant. Aucun bruit de moteur. Rien. Il avait dû arriver sans les phares, s'arrêter discrètement, puis traverser le terrain à pied en évitant les endroits éclairés. Il nous regardait, ça c'était sûr, mais on ne distinguait pas son visage. Juste une silhouette sombre, les épaules larges, une présence qui n'avait rien d'amical. Il n'a pas dit un mot, n'a pas crié, n'a pas ralenti. À ce moment-là, on a compris qu'il nous avait probablement observés depuis un moment. Peut-être même depuis le début. Peut-être qu'il attendait qu'on parte. Ou peut-être qu'il avait prévu autre chose. On n'a pas attendu pour le savoir. On a couru jusqu'à la voiture, claqué les portières, et on est parti sans se retourner. On n'a jamais su qui c'était, ni ce qu'il faisait là. Aucun panneau, aucun garde de nuit, rien qui expliquait sa présence. Le lendemain, quand j'y suis retourné en plein jour, la Jeep n'était plus là. Pas une trace. Rien. Il y a des choses qui arrivent la nuit qui ne devraient pas. Et parfois, ce n'est pas ce qu'on entend qui fait peur. C'est ce qu'on ne voit pas venir. Je vivais dans une petite maison à la campagne, isolée, tranquille en apparence. C'était notre premier foyer, et notre premier enfant venait de naître. Mon mari travaillait à l'extérieur, souvent en déplacement, alors pendant la première année, c'était juste moi et mon bébé. Je ne m'en plaignais pas. Il y avait une certaine paix dans cette routine, dans le silence des jours qui se ressemblaient. Mais peu à peu, des choses étranges ont commencé à se produire. Mon fils, encore tout petit, se mettait parfois à sourire dans le vide. Pas un sourire vague ou distrait, non. Il regardait un point précis, souvent près du couloir, et agitait la main comme s'il disait bonjour à quelqu'un. Il rampait vers une porte en particulier et s'arrêtait devant, tendant les bras vers le haut, comme s'il attendait qu'on le soulève. Il disait des mots simples, des débuts de phrases, mais toujours adressés à quelque chose, ou quelqu'un, que je ne pouvais pas voir. Au début, j'ai essayé de ne pas y penser. Les bébés ont de l'imagination, ils réagissent à des choses qu'on ne remarque pas. Mais plus les jours passaient, plus ces moments devenaient fréquents, presque rituels. Et toujours autour de cette même porte. Il ne semblait pas avoir peur. Mais moi, oui. Je me suis senti de plus en plus isolé. Alors après son premier anniversaire, on a pris la décision de déménager. On a acheté une maison plus proche de ma famille, dans un quartier vivant. J'avais besoin d'aide, de présence humaine, de lumière. La nuit avant notre départ, la maison était à moitié vide. Les cartons empilés, les meubles démontés, le silence encore plus profond qu'à l'accoutumée. Vers 2 ou 3 heures du matin, je me suis réveillé, mal à l'aise. J'ai entendu des voix venant du salon. Des murmures, comme une conversation étouffée. J'ai pensé que c'était la télé, par réflexe. Mais on l'avait déjà débranchée et emballée dans un carton. Pourtant, en entrant dans la pièce, elle était allumée. L'écran allumait faiblement la pièce, sans chaîne, sans image, juste le fond bleu d'un poste vide. Le lendemain matin, au moment de partir, mon fils s'est mis à pleurer. Pas un caprice. Une vraie tristesse. Il regardait derrière moi, agitait la main, comme pour dire au revoir. Il parlait doucement, des petits mots qu'il n'utilisait pas souvent, comme s'il répondait à quelque chose qu'on ne pouvait pas entendre. Je l'ai pris dans mes bras et je suis sorti sans me retourner. Il m'arrive encore de penser à cette maison. À ce qu'il voyait. À ce qu'il appelait. Et je me demande si ce n'était pas la maison elle-même qui ne voulait pas qu'on parte.
Un soir, mon ami m'a appelé. Il avait trop bu et me demandait de venir le chercher. Il n'était pas très loin, quelques minutes à peine, mais pour y aller et revenir, il fallait traverser ces énormes carrefours typiques de la périphérie. Le genre d'intersection large, à plusieurs voies, très fréquentée en journée mais presque déserte la nuit. Sur le chemin du retour, on s'est arrêté à l'un de ces carrefours. Je connaissais bien cet endroit, les routes ne s'y croisent pas à angle droit, et à cause de la géométrie étrange de l'intersection et des arbres très denses sur le côté gauche, on ne voit pratiquement rien venir de ce côté-là. À droite, par contre, la visibilité est bonne. Le feu est passé au vert. J'ai posé les mains sur le volant, prêt à accélérer, et pourtant, je ne l'ai pas fait. Mon pied est resté figé. Impossible de dire pourquoi. Mon ami, qui commençait à redevenir lucide, a même remarqué. Il m'a lancé « Tu attends quoi ? Le feu est vert. » Et je lui ai répondu, honnêtement, « Je sais pas. » À peine les mots sortis de ma bouche, un bruit a déchiré le silence. Un éclair de métal a surgi depuis la gauche. Une voiture est passée à une vitesse folle, grillant complètement le feu rouge. Si j'avais accéléré ne serait-ce qu'une seconde plus tôt, elle nous aurait percuté de plein fouet, côté conducteur. On est resté là, sans parler, à regarder les feux changer. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal à la poitrine. Il m'a regardé, moi je l'ai regardé, et aucun de nous ne savait quoi dire. On avait tous les deux vu la même chose. On avait tous les deux ressenti la même chose. Depuis ce jour-là, on s'est souvent dit qu'on avait eu un ange gardien ce soir-là. C'est la seule façon qu'on a trouvé d'expliquer ce moment. Mais ce qui me hante encore aujourd'hui, ce n'est pas seulement la vitesse de la voiture ou la chance qu'on a eue. C'est cette incapacité soudaine, inexpliquée, à appuyer sur l'accélérateur. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, avait posé une main invisible sur mon épaule et m'avait retenu juste assez longtemps. Je ne suis pas une personne superstitieuse. Mais parfois, je repense à ce moment et je me demande si on est vraiment seul quand on conduit la nuit. Quand j'étais adolescent, je faisais une sieste un après-midi, en fin de journée. Ce n'était pas rare que je dorme à cette heure-là, surtout après une longue journée de cours. Ce qu'il était, en revanche, c'est le rêve que j'ai fait ce jour-là. Dans ce rêve, mon grand frère était assis par terre, juste à côté de mon lit. Il tenait sa jambe, la gauche, en hurlant de douleur. Il pleurait comme je ne l'avais jamais vu pleurer, même pas quand on était enfant. Il ne disait rien, il se contentait de serrer cette jambe comme s'il essayait de la garder en un seul morceau. L'image était si vive, si réelle, qu'elle m'a tiré brutalement du sommeil. Je me suis réveillé d'un coup, haletant, le cœur battant. Et presque immédiatement après, j'ai entendu des bruits, des voix agitées venant de l'autre bout de la maison. J'ai quitté ma chambre et je suis allé voir ma mère. Elle avait le téléphone à la main, en larmes, et dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit que mon frère avait eu un accident. Un incident de rage au volant, m'a-t-elle expliqué, quelqu'un qui avait perdu la tête et qui avait essayé de le percuter avec son 4x4. L'homme avait délibérément roulé sur lui. Résultat, une fracture ouverte à la jambe gauche. Exactement la jambe qu'il tenait dans mon rêve, exactement de la même façon. Je suis resté figé. J'ai à peine entendu la suite. Il était en route vers l'hôpital. Il allait s'en sortir, mais ce n'était pas beau à voir. Pendant des jours, je n'ai rien dit sur mon rêve. Comment expliquer ça? Je n'ai jamais cru aux rêves prémonitoires, et pourtant, c'est arrivé. 20 ans plus tard, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Cette image, ce moment suspendu entre le rêve et la réalité. Et cette sensation glaçante de savoir quelque chose avant qu'on vous le dise. Je ne sais toujours pas comment ni pourquoi. Mais je sais que, ce jour-là, pendant un court instant, j'ai vu ce qui était en train d'arriver, avant que ça n'arrive. Comment je suis passé d'athée à croyant? C'est pas une histoire que je raconte souvent, parce que même après toutes ces années, elle me semble toujours irréelle. Mais voilà.
À l'époque, j'étais au fond du trou. Plus de repères, plus d'envie, plus rien. C'était l'hiver, tard dans la nuit, et j'errais dans les rues de ma ville avec une seule idée en tête, en finir. J'allais vers les ponts, ceux qu'on connaît tous quand on grandit quelque part. Ceux qui prennent une signification différente quand on n'a plus l'intention de revenir. Et c'est là qu'il est apparu. Un homme, mal habillé, un peu sale, l'air d'un sans-abri comme on en voit parfois. Il s'est approché de moi lentement, sans agressivité, et m'a appelé par mon prénom. Je me suis figé. Il ne m'avait jamais vu, j'en étais certain. Et pourtant, il a commencé à me parler. Pas de la Bible. Pas de religion. Il me parlait de Dieu. Pas comme un prêcheur ou un illuminé, mais comme quelqu'un qui connaissait quelque chose de profond. Il me parlait de ce que Dieu aime vraiment, de ce qu'il veut pour chacun de nous. De ce qu'il ressent quand on souffre. Puis il m'a dit qu'il dormait ailleurs cette nuit-là, mais qu'il avait été réveillé et qu'on lui avait dit où me trouver. Comme une certitude. Comme une mission. Et il m'a trouvé. Juste là, au moment exact. Ce qu'il savait de moi m'a glacé. Il connaissait des choses que je n'avais dites à personne. Il a vu clair dans mon cœur cette nuit-là. Il m'a invité chez lui. Je n'ai pas compris. Un sans-abri? Mais non. Il m'a conduit à une maison. Il m'a nourri, m'a laissé dormir, et au matin, je suis reparti. Encore secoué, mais vivant. Et différent. Je n'ai jamais retrouvé sa maison, pas pendant des années. Je l'ai cherché. Rien. Je commençais à croire que j'avais tout inventé. Que mon esprit avait tordu la réalité pour survivre. Mais 7 ans plus tard, j'ai décroché un nouveau boulot. Et sur le chemin du travail, en voiture, je suis passé devant. Sa maison. Exactement comme dans mes souvenirs. La même porte, la même clôture, le même arbre devant. Je n'ai pas eu le courage de m'arrêter. Mais depuis, je sais. Peu importe ce que les autres pensent. Peu importe si ça semble fou. J'étais prêt à disparaître, et quelque chose, quelqu'un, a mis un obstacle entre moi et cette décision. Quelqu'un que je croyais inexistant. Et ce quelqu'un connaissait mon nom. Je n'ai plus besoin de comprendre comment. Je sais juste que, ce soir-là, Dieu m'a trouvé. Je dormais dans le sous-sol, comme souvent, juste en face d'une vieille armoire avec un miroir incrusté sur la porte. Ce miroir m'avait toujours un peu dérangé, sans que je sache vraiment pourquoi. Il reflétait mal, comme s'il absorbait plus qu'il ne renvoyait. Mais bon, je m'étais habitué à sa présence. Jusqu'à cette nuit-là. Il était 3 heures du matin quand je me suis réveillé en sursaut. Pas à cause d'un bruit ou d'un rêve. Je me suis juste réveillé. J'ai ouvert les yeux, et face à moi, sortant du miroir, il y avait une main. Une main éthérée, violacée, comme faite de brume ou de fumée. Elle flottait doucement, ondulant dans l'air comme un cerf-volant porté par un souffle invisible. Ce n'était pas une hallucination. Je le sais, parce que je n'ai pas eu peur sur le moment, j'étais dans un état étrange, comme si mon corps refusait de paniquer. Je me suis simplement levé, comme si c'était normal, et j'ai commencé à monter les escaliers. J'avais une envie pressante d'aller aux toilettes, et il n'y en avait pas dans le sous-sol. C'est en montant que tout a changé. Sur le mur de l'escalier, il y avait plusieurs photos de famille encadrées. Je les connaissais par cœur. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. Les visages, leurs yeux semblaient briller légèrement. Pas une lueur vive, non, plutôt une sorte de miroitement dérangeant, comme si quelque chose derrière les yeux essayait de sortir. Ça m'a mis mal à l'aise au point que je ne pouvais plus les regarder. J'ai ressenti un besoin viscéral de les retourner contre le mur. Ne pas voir leur regard. Arrivé en haut, juste avant d'entrer dans la salle de bain, j'ai vu quelque chose qui m'a gelé sur place. Une main. Elle dépassait doucement du coin du mur, comme si quelqu'un était sur le point de tourner dans le couloir. Pas en mouvement. Juste,
posée là, suspendue, attendant. Elle n'était ni brumeuse ni violette. Elle était bien réelle. Une main humaine. Je suis entré dans la salle de bain. Je ne voulais pas vérifier. Je me suis convaincu de rester rationnel. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis je suis redescendu. L'armoire était toujours là. Mais la main dans le miroir, elle, avait disparu. Depuis ce soir-là, j'ai commencé à recouvrir le miroir d'une couverture avant de dormir. J'ai retourné les photos du mur. Toutes. Et je les ai laissées ainsi pendant des semaines. Peut-être par superstition. Peut-être par instinct de survie. Parce qu'au fond, je ne suis toujours pas sûr que ce que j'ai vu cette nuit-là m'était destiné, ou s'il attendait que je regarde un peu trop longtemps pour me répondre. Et parfois, en pleine nuit, je jette un œil vers cette couverture. Juste pour vérifier qu'elle n'a pas bougé. Je devais être en CE2 ou quelque chose comme ça. J'avais récupéré la chambre de mes 2 grands frères quand ils sont partis à la fac. Ils partageaient un lit superposé. Une fois qu'ils sont partis, j'ai adopté la couchette du bas. Une nuit, après que ma chère maman m'a souhaité une bonne nuit, j'étais probablement en train d'essayer de m'endormir depuis une vingtaine de minutes, sans succès. Les yeux fermés, les bras bien calés sous la couverture, j'ai senti une pression juste entre les sourcils, au-dessus du nez. J'ai ouvert les yeux, terrifié, pensant que ma mère ou ma sœur s'était glissée dans ma chambre. Il n'y avait rien. Absolument rien. C'était comme si quelqu'un avait appuyé un doigt sur mon front. La sensation était si réelle. Je ne peux pas imaginer que ça ait été autre chose qu'une force extérieure. Évidemment, puisque personne n'était là, ça devait être une contraction musculaire ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. C'était terrifiant, et ça l'est encore. J'ai emménagé dans une nouvelle maison au Royaume-Uni après une séparation, donc je vivais seul. Il s'est passé quelque chose d'étrange, comme des coups frappés à la porte de ma chambre en pleine nuit, ce qui me réveillait. J'ai fini par changer de chambre pour aller à celle qui donnait sur le devant de la maison, et les coups ont cessé. Ma chambre se trouvait au bout d'un petit couloir, et l'interrupteur de l'étage était juste à l'extérieur de la porte. Donc j'éteignais la lumière, entrais dans ma chambre. J'avais des stores occultants et je me souviens très bien avoir éteint la lumière de ma chambre et utilisé la lumière de l'écran de mon téléphone pour trouver mon lit, parce qu'il faisait complètement noir. Je me mets au lit, bien installé, allongé sur le côté, en train d'essayer de m'endormir. 10 minutes plus tard, j'entends un clic fort, juste à l'extérieur de ma chambre. J'ai tout de suite pensé à l'interrupteur. Je me redresse et je vois la lumière du couloir filtrer sous la porte. La peur que j'ai ressentie à ce moment-là, je ne l'ai jamais ressentie avant ni depuis. Je me suis dit que ce n'était pas possible que ça arrive tout seul, mais j'aurais entendu quelqu'un bouger. J'ai fouillé toute la maison, même si je savais qu'il n'y avait personne. J'ai refait la même chose, tout éteint et retour au lit. Je me suis dit que si ça recommençait, je partirais. Heureusement, ça ne s'est pas reproduit. Mais j'ai fini par déménager, et malgré le temps passé, je repense encore à ce clic. Je me demande ce qui se passait vraiment dans cette maison. J'avais 7 ans. On venait de déménager dans un nouvel état, sans aucun membre de la famille à moins de 8 heures de route. L'été de cette année-là, on m'a envoyé passer environ une semaine chez un groupe d'inconnus. En tant que petit enfant, je n'ai pas vraiment remis ça en question, parce qu'à ce moment-là ma vie n'était déjà qu'une succession de visages inconnus. C'est seulement des années plus tard, en repensant à tout ça avec un regard d'adulte, que je me suis rendu compte à quel point c'était étrange qu'on m'ait expédié chez des gens que je ne connaissais pas du tout. Ma mère ne les connaissait qu'à peine, si on considère qu'on vivait dans l'état depuis moins d'1 an. Je lui en ai parlé, lui ai demandé ce qu'il s'était passé exactement, et elle m'a regardé avec un air confus avant de me dire que ça n'était jamais arrivé. Mais j'ai des souvenirs très précis de cette semaine. Je me souviens d'avoir eu peur des coqs et des poules en liberté en arrivant.
Je me souviens qu'il y avait plusieurs autres enfants. Je me souviens d'un champ de boue si épaisse qu'elle m'a arraché une chaussure. Je me souviens d'une plage, et d'un gamin plus âgé qui me courait après avec un crabe dans un seau. Et surtout, je me souviens avoir joué à Blades of Steel sur NES, un jeu que je n'ai jamais possédé. Je sais bien que les souvenirs peuvent se transformer, se déformer avec le temps. Mais tout ça me paraît trop précis pour ne pas être vrai. Mon hypothèse, c'est que ma mère voulait simplement un peu de tranquillité avec l'homme avec qui elle était à l'époque. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle n'irait aujourd'hui m'avoir envoyé là-bas. Peut-être que pour moi, c'était une expérience marquante, alors que pour elle, ce n'était qu'une semaine banale, vite oubliée. Bref, c'est juste un de ces mystères étranges de ma vie, que je ne résoudrai probablement jamais. J'avais 18 ans à l'époque, je venais tout juste de finir le lycée et j'étais parti à la plage avec des amis, chacun sur sa moto, 18 ans étant l'âge légal pour conduire. L'un de mes potes venait de faire modifier la sienne et m'a proposé de l'essayer. Le moi stupide de 18 ans a dit oui, a laissé son casque derrière lui et est monté sur la moto en short et t-shirt. À noter aussi que c'était seulement la deuxième fois que je conduisais cette moto, et qu'elle n'avait pas d'ABS. Je roulais depuis environ 10 minutes sur une route de campagne bien droite, puis j'ai décidé de faire demi-tour pour rentrer. Sur le chemin du retour, j'allais vraiment trop vite, toujours ce moi de 18 ans pas très malin, et j'ai voulu dépasser une voiture devant moi. Je rétrograde, j'accélère, et au moment où je m'apprête à passer, le conducteur décide de faire un demi-tour, sans prévenir, sorti de nulle part. Je ne me souviens pas très bien de ma réaction. J'ai freiné en panique, et j'ai eu comme une sorte de flash de tous les visages de ma famille, en pensant que je ne les reverrais jamais. Quelques secondes plus tard, je me rends compte que je me suis arrêté, littéralement à 1 ou 2 mètres de la portière du conducteur. Et elle était là, figée, les yeux écarquillés, à me fixer sans bouger. Je repense encore à ma vitesse à ce moment-là, à la manœuvre, et franchement, je ne comprends toujours pas comment je ne suis pas mort ce jour-là. Cet instant a changé ma vie, ma façon de penser, et me donne encore des frissons chaque fois que j'y repense. Pour entrer à la fac ou pour un boulot, j'ai dû passer un examen médical obligatoire. Rien d'anormal au départ, test de la vue, de l'audition, poids, prise de sang, etc. Mais ensuite, j'ai parlé avec d'autres étudiants pour comparer nos expériences, et ce qui m'est arrivé ne semble être arrivé à personne d'autre, j'ai dû me mettre complètement nu, et le médecin m'a inspecté partout, y compris l'anus. Il l'a juste touché une seconde, puis m'a dit que je pouvais me rhabiller. J'avais 19 ans à ce moment-là. Je n'ai pas remis ça en question, ni même trouvé ça bizarre sur le moment, parce que je pensais que c'était une procédure normale par laquelle tout le monde devait passer. Mais en parlant plus tard avec d'autres étudiants à la fac, ils m'ont tous dit à quel point c'était étrange. Certains n'ont même pas eu à se déshabiller pour qu'on prenne leur poids. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai dû repasser le même examen médical, cette fois pour un emploi. Et j'ai remarqué que le médecin qui m'avait examiné la première fois n'était plus sur la liste officielle des médecins habilités à réaliser cet examen. Depuis, je me demande si je n'ai pas été, sans le savoir, la victime d'un type louche. Je n'en ai pas gardé de traumatisme, mais ça me laisse quand même perplexe. Il y a 1 an, j'étais au plus bas. Tout le temps fatigué, sans espoir, vidé. J'avais pleuré tout ce que je pouvais, et j'en avais fini avec la vie. Mais je n'avais pas le courage d'y mettre un terme. L'amour de ma vie m'avait ghosté pour une autre. C'était mon ami, mon confident. Toutes mes amitiés s'étaient éteintes. J'avais l'impression que la vie passait sans moi. Entre la fac et mon stage, je dormais toute la journée et je ne me nourrissais que de malbouffe. Je détestais la vie, parfois encore aujourd'hui, et je me détestais moi-même de ne pas être assez pour les autres, ou même pour moi. Je me regardais dans le miroir et je me frappais en me disant des choses horribles. J'étais seul. Vraiment seul. Un soir, tout est remonté d'un coup. J'ai éclaté en sanglots et j'ai crié à Dieu, « Pourquoi tu me hais autant ?
Pourquoi je ne peux pas juste être heureuse? Pourquoi je ne suis pas suffisante? Tue-moi, s'il te plaît. Pourquoi tu me détestes? Parce qu'à chaque fois que je fais un pas en avant, j'en fais 10 en arrière. Le lendemain, un vendredi, après mes cours, j'ai pris un Uber pour aller à mon stage. Vers 18h, je termine et je veux commander un Uber pour rentrer. Aucun n'est dispo. Je tente une autre appli, mais ma carte ne fonctionne pas. J'ai donc dû rentrer à pied, environ 30 minutes. Pas énorme en soi, mais pour l'état mental dans lequel j'étais, c'était beaucoup. J'ai pris un raccourci par le campus, ça me semblait plus sûr. Je marchais lentement, vidé, quand j'ai senti que quelqu'un me suivait, comme pour se caler à mon rythme. Je me suis poussé pour laisser passer la personne. En la voyant, j'ai tout de suite remarqué que c'était une femme asiatique très petite, peut-être un M47, et habillée comme une enfant. Elle s'est approchée, très près, est entrée dans ma bulle, a souri et m'a dit son prénom. Je n'avais aucune envie de parler à qui que ce soit. J'étais en colère contre la vie. Mais je me suis dit, sois pas méchante, c'est pas sa faute si ta vie est en miettes. Alors j'ai souri et je me suis présenté. Et là, elle m'a dit, je veux juste te dire que Dieu t'aime très fort. Puis elle a continué son chemin. J'en suis resté figé. La veille encore, j'avais supplié Dieu de me dire pourquoi il me détestait, et voilà que, à travers ce que je crois être un ange en chair et en os, il me disait qu'il m'aimait. J'ai essayé de me contenir, mais j'étais submergé. Une fois rentré chez moi, j'ai fondu en larmes comme un enfant. Peut-être que je ne suis pas si seul que ça, après tout. Je bossais sur une salle de bain pour un entrepreneur. Ce jour-là, j'étais arrivé tôt et je m'étais laissé entrer. L'entrepreneur m'avait envoyé un texto pour dire qu'il viendrait plus tard. La cliente, infirmière, avait l'habitude de faire la grasse matinée. Bref, je commence à bosser. J'avance bien jusqu'au moment où je dois couper l'eau. Je crie en haut des escaliers, pas de réponse. Je passe rapidement la tête dans le salon pour vérifier, et je vois une vieille dame endormie dans un fauteuil, en peignoir bleu. Je ne vois pas son visage, juste sa silhouette. Je me dis qu'elle dort, donc je coupe l'eau et je continue. L'entrepreneur arrive vers midi et me dit, « Y a personne à la maison, la mère de la cliente est malheureusement décédée hier soir. » La maison était vide. Complètement vide. Alors qui était cette vieille dame? Je revois encore son image clairement, ses pantoufles, ses mains posées l'une sur l'autre, son peignoir bleu. Je ne crois pas aux fantômes. Je ne prends pas de drogue. Mais en 25 ans de métier, c'est la chose la plus flippante que j'ai jamais vécue. J'en ai une avec une fin un peu débile et facilement explicable, mais c'est quand même une histoire sympa, surtout si on se met à ma place au moment de la peur. Ma femme et moi étions en train de faire nos valises pour un voyage en Europe. On finit par être crevés, alors on va se coucher. Vers 3 ou 4 heures du matin, je sens qu'elle me pince fort et qu'elle me tape dessus. Je me réveille sans bouger, j'ouvre juste les yeux, et là, je vois une silhouette immobile au pied du lit. Un genre de grande ombre humaine, qui ne bouge pas d'un millimètre. C'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti une peur si paralysante. Impossible de bouger, impossible de parler. Et le pire? Ma femme était réveillée elle aussi, les yeux grands ouverts, fixant cette chose. C'est pour ça qu'elle m'avait réveillé. Puis, d'un coup, elle se jette dessus en hurlant, « C'est quoi ce bordel ?» C'était juste un étendoir à linge pliable, bien chargé avec les vêtements qu'on allait emporter, qu'on avait complètement oublié avoir mis là. Mais je peux vous dire un truc avec certitude, tous ceux qui se disent « Moi j'ai un plan si jamais il y a quelqu'un dans ma chambre la nuit », révisez ce plan. Parce qu'au moment où vous ouvrez les yeux et que vous voyez quelque chose, tout ce que vous pensiez savoir disparaît. Quand j'avais environ 12 ans, j'étais la dernière à rester dans l'écurie un soir. J'étais en train d'éteindre les lumières quand j'ai commencé à ressentir une très mauvaise sensation, comme si quelque chose me suivait,
ou comme si un danger imminent rôdait. C'était en plein mois de janvier, il faisait un froid glacial, le vent soufflait fort, et tous les chevaux ont commencé à paniquer dans leur box. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste à cause du vent, les chevaux sont connus pour être nerveux, mais au bout d'un moment, c'était impossible à ignorer. J'ai foncé vers le box de mon cheval. Je voulais juste me réfugier auprès de lui, me réchauffer un peu, reprendre mon souffle avant de rentrer à pied. Mais dès que je suis rentré, il m'a poussé vers le fond du box. Ce genre de position est normalement très dangereuse, même avec un cheval de confiance, on peut facilement se faire coincer ou blesser. Mais là, j'ai senti qu'il avait peur de quelque chose, et j'ai laissé faire. C'était comme s'il voulait me cacher. On est resté là, dans l'obscurité presque totale, mon cœur battant à toute vitesse, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. À un moment, j'ai essayé de me tourner pour jeter un œil dehors, mais il m'en a empêché, il a passé sa tête devant moi et a doucement appuyé son épaule contre la mienne pour m'empêcher d'avancer. Il me gardait derrière lui. Et puis, petit à petit, les autres chevaux ont commencé à se calmer. Il a fini par faire un petit pas de côté, puis il m'a donné un petit coup de museau, comme il le faisait d'habitude quand il voulait une friandise ou un câlin. C'était son signe, tu peux y aller maintenant. Quand je suis sorti de son box, j'étais encore tremblante, et j'ai couru plus d'1 kilomètre pour rentrer chez moi dans le noir, en botte d'équitation, sur la glace. Je suis tombé plusieurs fois mais je me suis toujours relevé, je voulais juste rentrer, fuir ce moment. Je ne sais toujours pas ce qu'il y avait dans cette écurie ce soir-là, un intrus? Autre chose? Mais je suis persuadé que mon cheval essayait de me cacher, de me protéger. Et le souvenir de ce vent, du silence coupé par l'agitation des animaux, cette peur animale, me donne encore la nausée aujourd'hui. Si vous avez un mauvais pressentiment, et que les animaux autour de vous aussi, ne l'ignorez pas, foncez. Partez. Écoutez votre instinct. Quand j'étais enfant, je ne sais pas pourquoi, mais je faisais toujours le même cauchemar encore et encore. À chaque fois que je m'endormais, je me réveillais soudainement en sursaut, en position assise, exactement comme dans les films. Ma mère dormait toujours à côté de moi, et elle était là quand je me réveillais, mais dans le rêve aussi, elle était là. Et puis la même fille apparaissait, encore et encore. Parfois, il y avait des esprits, des visages impossibles à décrire. J'ai encore aujourd'hui des souvenirs très clairs de 3 ou 4 cauchemars précis qui revenaient presque tous les jours. C'était toujours la même scène, le même déroulement, comme un scénario figé. C'était si réaliste que je pensais que c'était la réalité. Mon cœur battait comme dans la vraie vie, je pouvais entendre les sons très distinctement, je pouvais bouger, tout en sachant que j'étais en train de rêver. Mais même en étant conscient que c'était toujours le même cauchemar, je n'arrivais jamais à me réveiller volontairement. Je devais suivre exactement le même chemin, comme si j'étais le personnage principal d'un jeu. Avec du recul, j'ai souvent eu l'impression que ces rêves essayaient de me transmettre un message, même si je ne l'ai jamais compris. Puis, quand j'ai déménagé dans un autre pays pour étudier là où mes parents travaillaient, les cauchemars ont cessé. Plus jamais les mêmes. Mais même aujourd'hui, je peux encore revoir les lieux, les sensations, les sons. Tout est là, gravé en moi. Mon histoire n'a rien de surnaturel, mais je ne l'oublierai jamais. Ce que j'ai ressenti ce soir-là, c'était pur, instinctif, incontrôlable. J'avais 12 ans. Je n'avais pas beaucoup d'amis, et ceux que j'avais me traitaient mal. Pourtant, j'étais toujours contente qu'on pense à moi. Un jour, une fille qu'on va appeler Jamie, l'une des plus méchantes, m'a invité à une soirée pyjama. J'ai accepté, trop contente d'être incluse, malgré tout. La journée se passe bien. Puis la nuit tombe. Avant d'aller dormir, on sort ses chiens. L'un d'eux, un petit chihuahua, s'échappe dans les hautes herbes. Jamie m'entraîne pour aller le chercher dans une direction pendant que sa mère part dans l'autre. Au début, je ne pense à rien. Puis, plus on s'éloigne, plus je sens une chaleur me quitter, un froid me traverser la peau, mon cœur se serre. Sans raison apparente, je m'arrête net.
Mon corps refuse d'avancer. Je ne réfléchis plus. Mon ventre se noue, j'ai l'impression qu'un danger invisible est juste là, caché dans l'obscurité. Je dis à Jamie qu'on doit faire demi-tour. Elle essaie de me faire taire, de me contrôler comme d'habitude. Mais cette fois, je m'effondre en larmes, en panique totale, à bout. Je pleure si fort qu'elle panique à son tour. Elle me ramène en courant chez elle. On ne reparle pas de ce moment. On se couche comme si de rien n'était. Ce n'est que plus tard que j'ai appris qu'un pédophile connu vivait dans ce quartier, tout près de l'endroit où on s'était arrêté. Je ne sais pas ce que j'ai senti ce soir-là. Mais je sais que c'était réel. Et que si je n'avais pas écouté cette voix intérieure, ce signal d'alerte venu de mes tripes, quelque chose de grave aurait pu arriver. Depuis, je ne doute plus jamais de mes instincts. Quand tout en toi te crie de fuir, écoute-le. Parce que ce jour-là, mon instinct m'a peut-être sauvé la vie. Il y a environ 10 ans, j'ai accepté un boulot en Bolivie et, pour obtenir mon visa, j'ai dû faire quelques vaccins. Comme beaucoup d'Américains sans assurance, je suis allé dans une clinique médicale rattachée à certaines enseignes de supermarchés que j'ai près de chez moi. J'avais appelé avant et conduit 1 heure pour arriver là-bas, pour découvrir qu'ils étaient en rupture de stock du vaccin. Ils m'ont alors envoyé dans un autre magasin, à 30 minutes de plus, où on m'a assuré qu'ils avaient un vaccin réservé pour moi. Je suis arrivé là-bas, et encore une fois, ils étaient en rupture et m'ont redirigé vers un 3e magasin, à 40 minutes de route supplémentaire. Frustré et affamé, je suis allé au petit comptoir traiteur pour prendre un déjeuner, des tendeurs de poulet, purée et maïs. Ils ont emballé la nourriture dans une boîte blanche, ont imprimé une étiquette qu'ils ont collée sur le couvercle. Puis, au dernier moment, j'ai décidé d'ajouter un burrito frit, tout orange de graisse. Je les ai vus décoller l'étiquette, glisser le burrito dans la boîte et remettre une nouvelle étiquette par-dessus pour refermer le tout. C'était sous mes yeux, j'étais la seule personne dans la file, et eux seuls derrière le comptoir. Maintenant, la partie étrange, ils ont seulement partiellement recouvert la première étiquette avec la deuxième. Quand je suis arrivé à la caisse, ils ont scanné seulement la dernière étiquette, et le total correspondait uniquement au prix du burrito. J'ai eu un de ces pressentiments rares, ce genre de sensation où tu sens que la réalité bascule un peu. Je savais que le prix était faux, que je ne payais que $1,99 au lieu d'environ $12, mais j'ai choisi de laisser faire. Après tout, la chaîne m'avait déjà fait perdre 2 heures et $10, ce n'était pas grave, non? Mais ça m'a paru bizarre. Je ne saurais pas l'expliquer autrement. Une vingtaine de minutes plus tard, coincé dans un bouchon, j'ai décollé l'étiquette, ouvert la boîte pour manger le burrito, pratique en conduisant, et il n'était pas là. Ce n'était pas logique. J'ai fouillé, dans les tendeurs, sous la purée, sur le siège, par terre. Rien. J'ai appelé le comptoir, et la fille se souvenait vaguement de ma commande, assurant qu'il n'y avait rien d'oublié. Elle était surtout confuse de ma question. J'ai donc passé 10 minutes, les mains couvertes de purée, assis sur le bord de la route, à manger mes tendeurs et à réfléchir à la nature de la réalité, confronté à ces 2 vérités impossibles à concilier. Puis j'ai essuyé mes mains, remis ma ceinture, et repris la route. Quand j'avais une vingtaine d'années, avant l'ère des téléphones portables, je faisais du nettoyage de tapis et de meubles. Un jour, je me rends chez une cliente pour nettoyer son canapé. C'est une femme d'une 40aine d'années, tout à fait normale. Après une dizaine de minutes, alors que je nettoyais le canapé, j'entends des bruits étranges venant de la cuisine, hors de ma vue. Ça ressemblait au son d'une personne avec un handicap mental. Je me dis que quelqu'un doit être avec elle dans la cuisine. Peu après, cette femme entre dans la pièce où je suis, en parlant de façon incompréhensible, errant comme perdue, comme si elle ne savait pas qui j'étais ni ce que je faisais là. Elle se comportait comme une enfant, complètement désorientée, ne sachant pas où elle se trouvait. J'étais un peu paniqué et je lui demandais si ça allait, si je devais appeler quelqu'un, un médecin, son mari, un voisin. Elle continuait juste à tourner en rond, perdue.
Puis, sans prévenir, elle est allée dans la salle de bain, a baissé son pantalon, s'est assise sur les toilettes et a commencé à uriner devant moi. Je n'ai pas attendu une seconde de plus pour partir. Je suis retourné dans le salon pour ranger mes affaires, et là, elle est sortie de la salle de bain, complètement normale. Je lui ai demandé si elle allait bien, elle m'a répondu que oui, comme si rien ne s'était passé. Je lui ai dit que je devais reprendre rendez-vous et je suis parti. Cela fait 25 ans et je pense encore souvent à cette expérience. C'est, de loin, la chose la plus étrange que j'ai jamais vécue. Il y a quelques mois, en plein confinement, j'ai vu beaucoup de monde sur Snapchat faire ces trucs de questions-réponses anonymes, où tu postes une question en story et les gens t'envoient des messages anonymes. J'ai décidé de faire pareil avec un simple « pose-moi n'importe quoi ». Pas grand-chose au début, j'étais seul chez moi, tranquille. Quelques blagues internes arrivaient dans ma boîte de réception, et je savais qui c'était. Et là, ça devient bizarre. Je vais dans la cuisine parce que j'ai faim, je décide de me faire des œufs brouillés. Je prends les œufs dans le frigo, je les pose sur le plan de travail. Mon iPhone est posé en mode selfie, en train de diffuser une vidéo YouTube. Je prends un œuf, et au moment même où je le casse contre le bord du bol, je reçois une notification sur l'appli. Le message disait « Pas trop d'œufs pour moi bébé, sinon je vais jouir ». Pris hors contexte, ça peut paraître drôle. Mais rappelez-vous, j'étais seul chez moi et ce message est apparu au même instant précis où je cassais l'œuf. J'ai tout de suite regardé autour de moi, vérifié toutes les fenêtres, puis toutes les portes, avec une paranoïa totale. Bref, j'ai supprimé l'application juste après, et je ne compte pas recommencer ce genre de jeu. Il y a quelques histoires vraiment étranges dans ma vie, mais celle-ci est à la fois terrifiante et comme si l'univers s'était aligné pour me protéger. À l'époque, je vivais avec mon ex et son meilleur ami, une période vraiment difficile. Un soir, ils sont partis en boîte dans une ville à une bonne dizaine de kilomètres. Ils sont revenus au petit matin avec un inconnu qu'ils avaient rencontré, ainsi qu'une travailleuse du sexe. J'avais dormi sur le canapé cette nuit-là, et je me suis réveillé en entendant cet inconnu, un homme, passer la tête dans l'embrasure de la porte pour me dire bonjour. Il m'a dit où il vivait, assez loin, comment il était arrivé chez moi, ce qu'il faisait à l'étage, et m'a demandé un verre d'eau et une cigarette à emprunter. On s'est retrouvés dehors à discuter. Comme je l'ai dit, c'était un moment très chaotique dans ma vie. Il a commencé à me dire que j'étais jolie, qu'il n'arrivait pas à croire ce que mon ex me faisait subir, et combien il aurait été parfait pour moi s'il avait été mon copain. À un moment, il a même essayé de se graver « Je t'aime » mon prénom, sur le torse avec un couteau, et m'a dit qu'il allait acheter la maison d'Aix en grave côté simplement parce qu'il le pouvait. J'étais quasiment sûr qu'il était sous influence. Un ami est venu le chercher quelques heures plus tard. 6 à 8 mois plus tard, j'étais devenu sans abri, dormant chez des amis. Vers 1h du matin, avec une amie, on a décidé de faire une petite balade jusqu'au magasin ouvert 24 heures pour acheter des cigarettes. À mi-chemin, on est tombé sur un groupe d'une dizaine de gars qui ont commencé à nous séparer, mon cœur s'emballe rien que d'y penser. Ils n'avaient clairement pas de bonnes intentions. Puis j'ai vu quelqu'un. L'inconnu de chez moi, des mois auparavant. Il nous a remarqués, a ordonné au groupe d'arrêter et de nous laisser tranquilles. Ils sont partis. Il faisait partie du groupe. Je ne sais pas comment, peut-être qu'il connaissait quelqu'un. On s'en est sorti sain et sauf cette nuit-là, et je ne l'ai jamais revu. Je me demande souvent ce qui serait arrivé si je ne l'avais pas rencontré ce matin-là chez moi. Si mon ex avait ramené quelqu'un d'autre. Si je n'avais pas eu de cigarette à lui prêter, si lui n'était pas venu chez moi ce jour-là. Si une seule chose avait été différente, ma copine et moi, au pire, n'aurions peut-être jamais survécu, ou au moins, aurions été traumatisés à vie. Je me sens à la fois comme la fille la plus malchanceuse et la plus chanceuse au monde. Mon grand-père est un homme dur à cuire. Le genre de mec prêt à s'arracher une dent avec une pince s'il le faut, plutôt que d'aller chez le dentiste. Il a traversé pas mal d'épreuves,
et je ne l'ai jamais entendu ou vu avoir peur, sauf une fois. Il venait nous rendre visite tous les dimanches, toujours à l'heure. Un dimanche en particulier, il est en retard. C'est aussi quelqu'un qui n'utilise pas son téléphone, donc on ne pouvait que patienter. Finalement, on voit sa voiture tourner au coin de la rue, ralentir jusqu'à s'arrêter devant la maison. Il en sort en titubant. Il monte les escaliers, mais quelque chose cloche. On l'accueille comme d'habitude, et pendant un instant, il redevient lui-même. Je ne sais pas s'il faisait semblant ou s'il était soulagé de retrouver un semblant de sécurité chez nous. Il s'assoit à sa place dans la cuisine et demande son habituel, 2 shots de whisky pas cher, dilués dans de l'eau tiède. Son visage, rouge à cause de l'alcool, commence à s'affaisser. Il dit qu'il doit nous raconter quelque chose, mais qu'il ne sait pas trop comment s'y prendre, essayant de ne pas nous inquiéter. Son assurance et son aplomb habituel ont disparu. Il explique qu'il s'était couché un peu plus tôt la veille. Il s'était installé confortablement et s'était rapidement endormi. Ce n'était pas rare qu'il se réveille la nuit pour aller aux toilettes. Il dit qu'à un moment donné, il a ressenti l'urgence de se lever. Il dormait au milieu d'un lit king size, tourné vers la gauche. En se retournant vers la droite, il s'est figé. Il marque une pause, comme s'il hésitait à poursuivre. Puis il reprend, à sa droite, penché vers lui, se trouvait une silhouette. Il l'a décrit comme grande, dominante, voûtée, le visage face au sien. Bien que très proche, il ne distinguait aucun détail de son visage. On a pensé à une ombre, ou à une paralysie du sommeil. Mais il continue, donnant plus de détails, la silhouette portait une grande robe traditionnelle surdimensionnée et un chapeau à large bord. Quand il a dit avoir senti, de mauvaises intentions, un frisson m'a parcouru. Avec un courage énorme, mon grand-père a fait ce que je n'aurais jamais osé, il lui a tourné le dos. Pour tenter de se réinitialiser, croyant encore que c'était un rêve, il s'est tourné vers la gauche et a commencé à prier. Après 5 minutes, il a regardé de nouveau à droite, et elle était toujours là. Pendant qu'il racontait, il évitait même notre regard. Désespéré, il a saisi son chapelet sur la table de nuit, a commencé à prier, et la silhouette a disparu instantanément. Cette histoire m'a hanté pendant des années. Nombre de nuits, en fermant les yeux, je m'attendais à la voir. Mais jamais. Il est même retourné dormir dans ce même lit cette nuit-là. Les années ont passé sans qu'on en reparle, jusqu'à ce qu'il se remarie il y a 1 an ou 2. Sa femme a emménagé, et pour une raison inconnue, ils ont dormi dans des chambres séparées la première nuit. Le lendemain matin, elle lui a demandé ce qu'il faisait debout près de son lit la nuit précédente, ou s'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Bien sûr, il n'était pas sorti du lit de toute la nuit. Pour moi, ça a été ce réveil en pleine nuit, complètement submergé par la terreur de sentir quelqu'un m'observer. Et je peux te jurer qu'il y avait vraiment quelqu'un dans la pièce. Je ne sais pas comment j'ai su, mais je l'ai su. J'étais paralysé par la peur, allongé dans mon lit, laissant cet inconnu me fixer. Au début, je n'étais pas sûr, jusqu'à ce que j'entende un raclement de gorge, très discret mais profond, venant de l'autre côté de la pièce. Je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Je ne savais pas s'il fouillait dans ma chambre ou s'il nous regardait simplement, ma copine et moi, dormir. S'il avait un pistolet braqué sur nous, ou s'il prenait son pied comme un malade. Mon esprit tournait à 100 à l'heure. Je ne savais pas quoi faire. Je serai éternellement reconnaissant envers mon père. Il est ambulancier, et travaillait ce soir-là de nuit. Vers 4h30 du matin, j'ai vu des lumières apparaître à la fenêtre, puis j'ai entendu ses pneus crisser sur le gravier de l'allée. À l'instant où mon père est arrivé, j'ai entendu la personne s'enfuir de ma chambre, claquer la porte, puis claquer aussi la porte du patio juste à côté. On a découvert que c'était ma voisine. Elle était entrée sans arme, complètement défoncée à la méthamphétamine. Elle a avoué qu'elle avait prévu de poignarder ma copine et moi avec ses seringues sales d'héroïne. On a fini par déménager, elle a fait une longue peine de prison. Depuis, je n'ai plus jamais vraiment dormi tranquille.
J'ai même fait pipi au lit pendant des semaines après ça. Et franchement, je ne veux même pas imaginer dans quel état je serais sans ma copine, si aimante et protectrice. Il y a environ 6 ans, j'étais en voyage aux Philippines, sur l'île de Bohol. Je faisais une randonnée dans une forêt sur une île accessible uniquement en bateau. Pendant la balade, j'ai glissé sur une racine et je suis tombé. Je me suis luxé la cheville, impossible de me relever ou de marcher. Alors que j'attendais de l'aide, un chien est passé près de moi et m'a fait un clin d'œil. J'ai trouvé ça bizarre, mais je n'y ai pas trop réfléchi. Quelques heures plus tard, j'étais dans un hôpital local, en réalité, plus une petite clinique, vu l'isolement du coin. Ils ne m'ont soigné qu'avec des remèdes traditionnels, des herbes et des huiles. Ma cheville avait beaucoup gonflé, je ne supportais plus la douleur. J'ai cherché des hôpitaux plus sérieux, mais les plus proches étaient à 3 heures, et il fallait prendre un bateau pour y aller. La clinique m'a donné une canne et m'a renvoyé dehors. J'ai demandé de l'aide aux habitants du coin, qui m'ont conseillé une guérisseuse à quelques pâtés de maison. J'ai suivi les indications et suis arrivé dans sa petite cabane. J'étais désespéré, je m'en fichais qu'elle soit guérisseuse ou sorcière. Quand nos regards se sont croisés, elle a fermé boutique. J'étais un peu agacé et je suis parti. Mais alors que je m'éloignais, elle m'a appelé et, quand je me suis retourné, elle m'a fait un clin d'œil. J'avais 25 ans à l'époque, et cette histoire me hante encore aujourd'hui. Ma cheville a fini par guérir, mais je ne remettrai jamais les pieds aux Philippines. Vers 2007, nous étions 5 à prendre une vieille piste en terre connue dans la région. Elle est juste à la sortie de la ville, mais il faut environ 45 minutes pour la parcourir. Elle n'est pas du tout entretenue. On passait beaucoup de temps à errer dans les bois autour. Ce jour-là, on avait roulé une trentaine de minutes avant de s'arrêter. 3 gars dans la voiture voulaient fumer un joint. On avait tous 17 ans, sauf moi et un autre gars qui n'étions pas fans de ça. Celui-là est plutôt têtu, il est sorti de la voiture et a commencé à marcher vers la ville. Le conducteur, un peu gêné, voulait au moins le ramener en voiture, mais il a refusé. Petit à petit, on a commencé à se taquiner, à faire les idiots. On roulait doucement à côté de lui, et lui s'amusait. La route était surélevée d'environ 20 pieds par rapport à la lisière des bois. Le gars est descendu du bord de la route pour courir dans les bois, puis s'est arrêté net. C'est là qu'on a tous vu un homme debout dans les arbres, juste à la lisière, qui nous fixait. C'était étrange. Le gars est remonté sur la route et a continué de marcher. On le suppliait de remonter dans la voiture, mais rien à faire. En me retournant, j'ai vu que l'homme s'était avancé sur la route, nous suivant lentement. Notre ami ne voulait toujours pas monter, et on était encore assez loin de la ville. Un autre ami est descendu pour marcher avec lui. On avançait doucement, avec l'homme âgé qui continuait de les suivre. Il faut savoir qu'il n'y avait rien sur cette route. Absolument rien. Ce type était juste là, dans les bois, à nous suivre. Finalement, un second homme est apparu dans les bois et a commencé à nous suivre aussi. Ils nous ont accompagnés jusqu'à ce qu'on aperçoive enfin la route principale et d'autres voitures, puis ils sont retournés dans la forêt. Quand j'étais plus jeune, ma famille et moi allions camper dans la forêt du Utah, dans l'Utah. On avait exploré ces montagnes à pied, en faisant du backpacking et de la randonnée. Une nuit, quand j'avais environ 10 ans, on campait près du lac Dean, accessible après une courte randonnée. On n'avait croisé personne en arrivant, et c'était tard en été, donc les nuits étaient très froides. Au 3e soir, j'avais du mal à dormir. Ma montre n'avait pas de rétroéclairage et c'était bien avant les smartphones et les lecteurs MP3. Il devait être 2 ou 3 heures du matin. J'étais allongé dans mon sac de couchage, tout replié comme une chenille. Après un moment, j'ai entendu quelque chose, des pas très, très discrets. Je me suis dit que c'était probablement un animal curieux qui passait. Cette région n'est pas connue pour la présence d'animaux lourds comme les ours ou les cougars, même s'ils y vivent sans doute.
J'étais curieux, je voulais voir ce visiteur, mais je savais qu'il valait mieux rester immobile et à l'écoute. Notre nourriture était accrochée à une demi-mille de là, entre deux arbres. J'écoutais, comptant les pas. Je n'entendais que 2 pieds, ce qui ne m'a pas trop alarmé au début car le son venait de loin. Je me suis dit que c'était probablement un petit animal, comme un cerf. Tout ce temps, j'étais fixé sur le toit de la tente dans l'obscurité, sans bouger un muscle. Les bruits se sont tus, je pensais que la chose était partie. Puis, sans prévenir, quelque chose a émergé au bord du toit de la tente, qui était énorme, mes parents pouvaient presque y tenir debout, et nous étions 3 à dormir dedans avec encore de la place. J'étais pétrifié, incapable de bouger ou de crier, croyez-moi, j'ai essayé. Je ne pouvais pas distinguer ce que c'était, mais c'était clairement bipède. C'était complètement silencieux, je pouvais voir ma respiration dans l'air froid, mais pas la sienne. Cette chose est restée à me fixer dans la tente pendant ce qui m'a paru une éternité, puis elle est partie silencieusement. Je n'ai jamais été aussi attentif à un bruit de ma vie. Je n'ai entendu aucun son en partant. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai vu, mais je peux vous assurer une chose, ce n'était pas flou. La lune brillait, les arbres étaient bien éclairés, et je ne pouvais distinguer aucun détail sur cette créature. Si c'était un ours, c'était l'ours le plus léger et le moins poilu que la forêt ait jamais porté. Quand j'étais petite, vers 6 ou 7 ans, je me suis réveillé un matin de jour d'école avec un bracelet à mon poignet portant mon prénom. Je me souviens très bien de ce bracelet, il était composé de petits cercles métalliques enchaînés, chaque lettre de mon prénom était inscrite dans un cercle en rose. J'étais tellement excité, je pensais que mes parents me l'avaient mis en surprise pendant la nuit. Ce matin-là, j'étais dans la cuisine en train de manger un bol de céréales quand j'ai demandé à ma mère d'où venait ce bracelet. Elle a saisi mon poignet et m'a demandé où je l'avais eu. Je lui ai dit que je m'étais juste réveillé avec. Elle m'a répondu qu'elle devait demander à mon père, mais qu'il était déjà parti travailler. J'étais impatiente de le montrer à mes copains à l'école, et j'ai supplié ma mère de me laisser le porter. Je l'ai donc gardé toute la journée, fier de montrer à tout le monde que je m'étais réveillé avec ce bracelet. Malheureusement, pendant la récréation, une des chaînes métalliques s'est cassée. Je l'ai mis dans ma poche, espérant que mon père pourrait le réparer, pensant que c'était lui qui me l'avait offert. En rentrant, j'en ai parlé à ma mère, lui disant que j'espérais que papa pourrait le réparer. Elle n'a pas dit grand-chose, a pris le bracelet et l'a jeté dans un bol posé sur le haut du frigo en me disant d'oublier ça. Plus tard dans la journée, j'ai entendu ma mère demander à mon père s'il en était l'auteur. Il a répondu que non. Ça m'a rendu encore plus excité, l'idée d'avoir un bracelet mystérieux. Personne n'a plus jamais reparlé de ce bracelet, mais il est resté dans ce bol sur le frigo pendant des années. J'y grimpais sur une chaise pour le regarder de temps en temps. Aujourd'hui, à 20 ans, j'ai demandé à mes parents s'ils se souvenaient de cet événement, mais ils disent ne pas s'en souvenir. Je me demande donc si ce n'était pas un rêve extrêmement réaliste. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser d'où venait ce bracelet, car si ça s'est vraiment passé, mes parents ne sont pas du genre à s'introduire dans ma chambre pour me faire un cadeau sans prévenir. C'est encore plus inquiétant quand je repense aux fois où la fenêtre de ma chambre était ouverte quand je me réveillais. Ma mère se fâchait parce que je l'avais laissée ouverte la nuit, alors que je ne me souvenais pas l'avoir fait, et je ne pense même pas savoir comment à l'époque. Pour la plupart du temps, ça ne me dérange pas trop, je vis ma vie. Mais parfois, ce souvenir me revient et me terrifie vraiment. Je commence à avoir du mal à respirer, je pleure, j'ai des insomnies, et même en sachant que personne ne me regarde, j'ai cette impression persistante d'être observé. C'est horrible de ne rien savoir sur ce qui s'est vraiment passé, et de lutter avec mes parents qui ne s'en souviennent pas, et de penser que j'aurais tout inventé. Quand j'avais environ 12 ans, j'aimais sortir avec mes frères en longboard avant qu'il fasse nuit. En général, je rentrais avant la tombée de la nuit, mais parfois j'oubliais l'heure et je me retrouvais dehors quand il faisait déjà sombre. Un jour, c'était encore comme ça. Je suis sorti comme tous les autres jours de la semaine, et j'ai oublié l'heure.
Il faisait déjà nuit quand je l'ai remarqué et j'ai voulu rentrer chez moi. C'est alors que j'ai vu une voiture garée, avec quelqu'un à l'intérieur. Je ne me suis pas trop inquiété, je me suis dit que c'était sûrement quelqu'un qui attendait des amis. Mais quand j'ai tourné un coin de rue, j'ai entendu la voiture démarrer et s'engager dans ma direction. J'ai commencé à courir aussi vite que possible, puis je me suis caché derrière une autre voiture, espérant qu'il ne me verrait pas s'il me suivait. J'ai toujours eu un bon instinct pour le danger, pour une raison que j'ignore. Le gars a bien suivi la route, mais heureusement il n'a pas tourné dans la rue où je m'étais caché. J'ai profité de ce moment pour courir dans une autre direction et rentrer sain et sauf. Je ne sais pas si ce type avait de mauvaises intentions ou s'il passait simplement par là, mais je suis content de ne pas avoir eu à le découvrir. Je reste quand même curieux de savoir ce qui serait arrivé si je n'avais pas entendu la voiture et que je n'avais pas commencé à courir. Je suis une grande randonneuse. Pas du genre à suivre les sentiers battus ou à m'en tenir aux petites promenades balisées du dimanche. Moi, ce que j'aime, ce sont les chemins sauvages, les pentes raides, les parcours où il faut parfois céder des mains, où le silence règne, où l'on n'entend que le vent, les oiseaux, et son propre souffle. Mais ce que je préfère par-dessus tout, ce sont les grandes forêts. Celles où les arbres sont si hauts qu'ils te donnent le vertige quand tu lèves la tête. Des géants silencieux, anciens, pleins de mystères. Il y a une forme de magie, oui, que je ressens à chaque fois que je m'enfonce dans ces lieux. Une sensation difficile à décrire, mais très réelle. Une paix, une énergie, presque une présence. Je me souviens d'un jour en particulier. C'était dans la forêt noire, en Allemagne. Rien que le nom me faisait rêver depuis des années. J'avais préparé cette randonnée depuis longtemps, choisissant un itinéraire assez isolé, loin des touristes. Dès les premiers pas, j'ai su que ce serait une randonnée à part. Il y avait cette odeur unique, mélange d'humus, de résine et de mousse humide. Une odeur qu'on ne trouve que dans les forêts profondes, là où la lumière filtre à peine à travers le feuillage. Je marchais depuis peut-être 2 heures, complètement seul, quand je l'ai vu. Un arbre, mais pas un arbre ordinaire. Celui-là était différent. Plus grand, plus massif, son tronc semblait presque pulser doucement, comme s'il respirait. Il y avait quelque chose d'indéfinissable dans l'air autour de lui, une sorte d'attraction énergétique. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je me sentais littéralement tiré vers lui. Chaque pas que je faisais dans la direction de l'arbre m'apportait une vague de chaleur, une montée de bonheur. Comme si tous mes soucis, toutes mes tensions, s'évaporaient à mesure que je m'approchais. Quand je suis arrivé au pied de l'arbre, j'étais en larmes. Pas de tristesse mais de soulagement, de gratitude. J'ai étalé ma nappe juste là, contre son tronc, et je me suis allongé, le cœur léger, comme si l'univers m'avait pris dans ses bras. Je me suis endormi et quand je me suis réveillé, il faisait encore jour, mais la lumière avait changé. J'ai regardé autour de moi. L'arbre n'était plus là. Ou plutôt il y avait bien un arbre, mais pas celui-là. Pas lui. Le géant, celui qui m'avait appelé, avait disparu. À sa place, juste un arbre banal, sans la moindre vibration particulière. Je me suis levé, j'ai tourné en rond, j'ai essayé de retrouver le bon angle, la bonne perspective. Rien. Depuis, je retourne régulièrement dans cette forêt. J'ai refait le même itinéraire, encore et encore, espérant ressentir à nouveau ce magnétisme, retrouver cette présence. Mais je ne l'ai jamais revu. Parfois, je me demande si je l'ai rêvé. Mais non. Ce que j'ai ressenti ce jour-là était trop fort, trop vrai. Il s'est passé quelque chose. Quelque chose que je ne comprends pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.